Alors, en manchette aujourd'hui, la municipalité de l'Île-du-Pas n'a pas été consultée au sujet de la vente du four à pain communautaire et 900 000 pour la MRC d'Autrey via le réseau Accès Entreprises Québec. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 11 novembre. Alors certains d'entre vous ont peut-être remarqué ou entendu parler de la disparition du four à pain traditionnel qui se trouvait sur le terrain à côté de l'église de l'Île-du-Pas au cours des derniers jours. Cette disparition-là, elle est survenue au cours des derniers jours. Nous avons tenté d'en savoir plus sur cette histoire et nous vous présenterons au cours des prochains jours 3 points de vue différents sur cette histoire. On a notamment cherché à savoir si la municipalité avait été consultée dans cette affaire. Il semblerait que non, selon la mairesse Marie-Pierre Aubuchon. Voici l'entretien qu'elle nous a accordé à ce sujet. Alors bonjour Madame la mairesse de la visitation de l'Île-du-Pas, Madame Aubuchon, vous allez bien? Je vais très bien. Merci, Monsieur Robert. Il y a eu une disparition particulièrement remarquée dans le village il y a quelques jours. Il y avait un four à pain traditionnel communautaire qui était sur le terrain à côté de l'église. Est-ce que la municipalité a été consultée dans ce dossier? En fait, Monsieur Robert, donc vous avez tout à fait raison. Donc, on a appris qu'il y a eu une transaction pour vendre le four à pain. Un four à pain que différents citoyens qui ont été impliqués notamment dans la construction de ce four à pain et dans euh, le recueil là, de subventions là, pour aller chercher les subventions. Et ces personnes-là trouvent que c'était un bien commun et qu'il y aurait eu lieu de garder ce four à pain comme bien commun. Donc, c'est ce qui est pour l'histoire du four à pain. Donc, comment on peut résumer là, que la construction de ce four à pain avait été financée? Donc, en fait, à ma connaissance, j'étais pas ici à l'époque. Je crois que je m'installais tranquillement à l'île du Pas à ce moment-là. De ma compréhension, il y a des gens qui vont pouvoir répondre mieux que moi. De ma compréhension, en fait, c'était une initiative citoyenne qui, ensemble avec la fabrique, ont fait la demande de subvention puisqu'il n'était pas encore une entité légale. Donc, c'est la fabrique en 2014 qui a fait la demande. Ça a été appuyé, entre autres, par la MRC et ce qui a permis donc au four à pain de voir le jour et qui demeurait là, jusqu'à récemment un emblème pour ces citoyens-là, comme un endroit, mais aussi un monument un peu de travail de communauté, d'un lieu de rassemblement, un, un monument là, qui représentait là, euh, l'implication bénévole dans la municipalité. Donc, c'est ça, là, il y avait eu une partie de l'argent pour la construction de ce four-là qui provenait du Fonds Culture et Patrimoine de la MRC d'Autrey, si j'ai bien compris. Là. Exactement. Et je reviens avec la question tantôt, là, est-ce que la municipalité a été consultée par la fabrique avant de vendre le four? Non, la consultation n'a pas été faite par la fabrique. Dans le fond, ce que je comprends que les citoyens déplorent, c'est exactement ça, que c'était un bien commun et qu'on n'ait pas eu la chance de garder ce bien-là comme un bien commun, ce qui aurait pu être facilité en offrant, par exemple, à la municipalité une consultation. Est-ce que, selon vous, la fabrique était en droit de procéder à cette vente sans consulter la municipalité et la communauté? Je je pense pas que mon opinion est importante sur cette question-là. Je crois que c'est d'ordre de la fabrique et c'est à eux à vérifier si, c'était la bonne procédure à suivre ou non. Et nous, la municipalité, on respecte, la procédure qui a été décidé par la fabrique, puis si c'était dans leur droit de le faire ainsi. Mais c'est certain qu'on aurait apprécié puisque si c'était vraiment un bien commun,
dans l'esprit de le garder comme bien commun. On aurait pu être collaborateurs dans l'histoire, mais dans tous les cas, la municipalité elle respecte le choix de la fabrique. Et si la fabrique vous avait consulté, est-ce que la municipalité aurait offert d'acheter le four, par exemple, le mettre sur le terrain du bureau municipal? Est-ce que ça, c'est une avenue que vous auriez pu envisager? Bien, c'est certain que, quand c'est venu à notre attention, donc ça a été un sujet, on a été interpellés de s'exprimer sur la question et de prendre position par, les citoyens. Donc on a amené la discussion autour de la table avec les conseillers. C'est vrai qu'il y avait, une unanimité immédiate là, pour, l'éventuel achat là, du four à pain, de le déménager même sur, un terrain de la municipalité. Ça aurait été une possibilité certainement. Et là, est-ce que vous souhaitez que la fabrique fasse marche arrière? Je crois que ça leur appartient, cette décision-là. La seule chose, je peux profiter de la tribune aujourd'hui pour, dire que dans tous les cas, la municipalité, comme la fabrique, a un intérêt, de protéger l'immeuble, qui est l'église, donc l'immeuble patrimonial et qu'auparavant, on a eu la chance de se rencontrer pour, voir comment ça pourrait se faire avant moi même, avant le conseil qui siège présentement. Ça n'a pas eu d'entente concluante pour le moment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur. Donc, dans tous les cas, là, la municipalité est absolument ouverte à rencontrer les responsables de notre Église particulièrement ici pour assurer qu'il y ait une sauvegarde de l'édifice si les citoyens de la municipalité le désirent. Et en tant que mairesse, est-ce que vous comprenez que la disparition du four à pain, c'est à cause du mécontentement et de la division dans la communauté? Je peux le comprendre puisque j'ai, eu la chance, d'entendre plusieurs témoins, donc c'est quelque chose que je peux comprendre. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Oui, absolument. En fait, la municipalité, dans ses communiqués à ce sujet, veut vraiment souligner l'importance de l'implication bénévole, dans la communauté et je vais aller un petit peu en détail. Je vais me permettre de dire qu'à la municipalité, on a différents, comités, vous le savez, les gens le savent et c'est très précieux pour la mise en action, la mise en place de différents projets dynamiques, innovateurs, rassembleurs et tout et c'est de même pour les personnes bénévoles qui s'impliquent à l'Église. Donc, on peut penser notamment aux différentes personnes de la communauté qui se sont impliquées à ce moment-là directement en lien avec le four à pain, par exemple, l'OSBL qui s'est créé à ce moment-là, mais on pense aussi aux marguilliers qui, il y en a une dame en particulier, que ça fait longtemps qu'elle est là, c'est des gens bénévoles, des gens qui sont précieux et avec qui on espère pouvoir continuer à mettre la municipalité en valeur dans un engagement dynamique et communautaire et participatif, évolutif. C'est ce que je voulais souligner là, avec la tribune aujourd'hui que vous m'accordez. Bon, ben merci, Madame Aubuchon, et au plaisir de vous reparler très bientôt concernant les autres dossiers dans la municipalité. Merci beaucoup, Monsieur Robert. Alors, nous vous présenterons demain la version du président de la fabrique Saint-Laurent sur la disparition du four à pain traditionnel. Cela dit, maintenant, politique fédérale. Lors de notre entretien d'hier avec le député de notre circonscription, Berthier-Masquinongé, le bloquiste Yves Perron, nous avons aussi vérifié s'il comptait appuyer le projet de loi du ministre du Patrimoine, Stephen Guilbeault, au sujet notamment des services de distribution de films et d'émissions de télévision en ligne comme Netflix, Apple TV et compagnie. Voici cette autre portion de notre entretien. Autre sujet maintenant, on sait que le Bloc aime bien critiquer certaines des actions prises par le gouvernement libéral et c'est de bonne guerre, mais est-ce que Ben le oui. gouvernement va s'attirer plus de félicitations de votre part avec le projet de loi du ministre du Patrimoine, Stephen Guilbeault, qui veut changer les règles du jeu pour les plateformes qui distribuent des films et des séries télévisées par Internet, comme Netflix, Apple TV et compagnie, pour que ces compagnies-là doivent payer des taxes, mais aussi peut-être aider à financer la production télévisuelle et de la production cinématographique au Canada.
C'est clair que s'il y a un geste significatif, nous, on va être là pour le saluer et l'appuyer. Peu importe le geste qui sera posé, ça va être reconnu positivement. Or, au moment où on se parlait, où on se parle présentement, je ne pense pas qu'il était question de taxation directe. On leur demandait de contribuer à un fonds pour création de matériel à contenu canadien ou québécois, là. Et avec un pourcentage qui serait de langue française. C'est déjà un bon premier pas, mais nous, on pense que ces gens-là, d'ailleurs, comme toutes les compagnies qui font affaire au Québec et au Canada par les voies virtuelles, donc par Internet, devraient payer. Vous savez que si vous commandez des produits sur Amazon, là, il y a bien des fois que vous ne payez pas les taxes de vente du Québec, là. Ça désavantage clairement nos producteurs ici, nos vendeurs locaux, qui, eux, n'ont pas le choix de les payer. C'est la moindre des choses. Fait que oui, on est content, mais pour qu'on soit satisfait, il faudrait qu'il y ait une vraie taxation complète. Et est-ce qu'il y a d'autres gestes que devrait ensuite poser le ministre? Je comprends bien que vous allez appuyer ce projet de loi et demander peut-être en ce qu'ensuite il y ait d'autres mesures pour aider l'industrie de la production cinématographique et télévisuelle au pays? Mais c'est bien sûr que nous, on va appuyer tout ce qui va aider au le niveau culturel. Je me vois mal. Là, on verra là, la formulation finale, puis ainsi de suite, mais ça me surprendrait qu'on appuie ça, qu'on n'appuie pas ça. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut penser aussi pour le fédéral, c'est d'augmenter les sources de revenus. Vous savez que là, on a dépensé pas mal d'argent, là. Pas une surprise que je vous apprends, là. Va falloir commencer à penser sérieusement à augmenter les sources de revenus. Puis je ne pense pas que ce soit en augmentant les impôts ou les taxes de vente qu'on devrait faire ça. Que ça, c'en est un moyen de taxer les géants du web, mais il y a aussi les fameux paradis fiscaux. Puis ça, vous savez qu'au Bloc, c'est pas parce qu'on n'a pas gagné notre point qu'on arrête de le défendre, hein. Ça fait longtemps que mon collègue de Joliette, entre autres, Gabriel Sainte-Marie, martèle cette question-là. C'est une autre affaire. Ça n'a pas plus de sens que le fait que Air Canada garde l'argent des clients qui avaient acheté des voyages, là. On parle de méga compagnies qui vont mettre leur argent dans les îles Caïmans puis qui ramènent ça pour investir ici puis qui ne paye pas d'impôts là-dessus. Alors que le gars ordinaire qui fait 45 000 par année, lui, il faut qu'il paye ses taxes et ses impôts. J'ai de la misère à ne pas me choquer quand je parle de ces affaires-là, M. Robert. Il faut que je travaille sur ma respiration par le nez, là, une respiration nasale. Mais c'est révoltant. Puis c'est révoltant de voir que ça n'a pas l'air de déranger le gouvernement. T'sais. Parce que, je ne sais pas, c'est les amis ou c'est pas quoi. D'ailleurs, vous savez que, un exemple concret, la légalisation du cannabis, là, il y a plusieurs grandes compagnies qui sont actives là-dedans, qui sont liées avec des gens du Parti libéral. Puis il y a plusieurs grandes compagnies là-dedans qui ont des assises dans les paradis fiscaux. Fait qu'il y a de l'argent qui a été mis là-dedans, qui n'avait pas été taxé, puis qui ne sera pas taxé peut-être après non plus, parce que ça va retourner là par un jeu d'échanges financiers. Ça n'a pas de sens, ça. Moi, je pense que comme élu, mais la société en général, je pense qu'on n'a pas d'affaire à accepter ça. C'est pas juste, c'est tout. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il se fasse au niveau mondial aussi, par compétition avec les autres pays. Fait qu'il faut que les pays commencent à bouger là-dessus. Tant qu'on se bouche les yeux et qu'on fait semblant que ça n'existe pas, cet argent-là ne rentrera pas, mais on a besoin. Votre chef a salué le résultat qui semble favoriser M. Biden. Oui. J'imagine que non seulement ça change la donne en politique étrangère pour le Canada, mais que aussi ça pourrait peut-être être un allié justement contre les paradis fiscaux. Je l'espère grandement. Je vais vous dire honnêtement ce que j'en ai su. Je crois que M. Biden est quand même très protectionniste, hein. On ne va quand même pas s'attendre à ce que ça devienne du gâteau du jour au lendemain. Le gros avantage qu'il y aura avec M. Biden, c'est qu'il sera plus prévisible que M. Trump. Ça n'a pas de bon sens, l'incertitude, puis l'état général dans lequel nous mettait cet homme-là de façon quotidienne. Je m'arrête là, dans l'explication, mais ça n'a pas de bon sens. Il y a des choses surréalistes qui se passent dans la vie, c'en est une, là. Mais évidemment, j'ai accueilli cette nouvelle-là, moi aussi, là, avec beaucoup de satisfaction, hein, presque du soulagement, je vous dirais là. Ça ne peut pas être pire que c'était, de toute façon. Fait que ça va être bien. Il faut qu'on soit quand même relativement prudent dans nos commentaires. Vous comprendrez qu'on est des élus du gouvernement, puis que M. Trump est en poste. Hein. Les gens pensent que c'est fini, là. M. Trump est en poste jusqu'au 20 janvier prochain.
Donc, s'il se choque demain matin puis qu'il décide qu'il nous met un tarif parce que on n'a pas laissé rentrer assez de lait, quoique il y aurait de la misère à justifier ça, de laisser rentrer en masse, là, mais tu as un exemple, ça ne sera pas plus drôle, puis ça ne veut pas dire que l'autre va l'enlever la journée qui va arriver. Fait que faut quand même demeurer prudent, là, mais je pense que c'est un changement qui va être positif. Puis généralement, la pensée démocrate correspond beaucoup plus aux valeurs du Québec, là. Bon, mais c'est à suivre. C'est bien. Ben, merci beaucoup, M. Robert. Alors, nous vous présenterons la dernière portion de cet entretien avec le député de Berthier-Masquinongé au cours des prochains jours. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, 6 décès survenus dans les dernières 24 heures se rajoutent aujourd'hui au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 1378 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Et en ce moment au Québec, il y aurait 573 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. 84 personnes se retrouvent aux soins intensifs. Et dans la Naudière, le dernier bilan fait état de 166 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Et si on regarde par MRC, le nombre de cas actifs continue de grimper dans toutes les MRC de la Naudière. La MRC d'Autrey a maintenant 110 cas actifs, la MRC de Montcalm 164, Matawini 178, Desmoulins 229, MRC de l'Assomption 274 et à nouveau, la MRC qui en compte le plus présentement et de loin, c'est la MRC de Joliette avec 476. Et seulement dans la Naudière, 21 personnes sont hospitalisées en raison du coronavirus et de plus, 11 se retrouvent aux soins intensifs. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show. Une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce mercredi 11 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Carole Tremblay, Armance Grégoire et François Lebrun, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un anniversaire rempli de joie à Nicolas Champagne et Carole Tremblay. Alors, bonne fête à toutes ces personnes. Parlons maintenant développement économique local et régional. La ministre déléguée au développement économique régional au sein du gouvernement du Québec, Marie-Ève Proulx, a donné le coup d'envoi hier à la mise sur pied du réseau Accès Entreprises Québec. Du côté du gouvernement, on fait valoir que c'est dans le but de renforcer les services d'accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises et d'accélérer le développement économique dans chacune des régions du Québec. Et à l'échelle québécoise, c'est 97,5 millions de dollars sur 5 ans qui est investi par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Par voie de communiqué, on explique que cet argent sera réparti ainsi. 90 millions de dollars serviront à l'ajout de ressources dans les MRC et les 7,5 millions restants seront réservés pour améliorer les compétences, des ressources, le développement d'outils d'intervention, le maillage et la synergie des interventions entre les régions.
Et pour la MRC d'Autrey, le financement représente un montant de 900 000 $ qui devrait servir, selon le communiqué, à améliorer et harmoniser les services directs offerts sur le territoire et s'assurer de proposer aux entrepreneurs une approche renouvelée et actuelle de l'entrepreneuriat. En bref, Accès Entreprises Québec sera la porte d'entrée des entreprises vers les services et les organismes voués aux entrepreneurs. On passe au judiciaire maintenant. La police du poste principal de la MRC d'Autrey, les policiers là, ont procédé à l'arrestation d'un homme de 24 ans de Montréal le 4 novembre dernier en lien avec une fraude qui serait survenue à Berthier. Alors, d'après l'enquête, le suspect opérait via les médias sociaux en utilisant deux noms fictifs, soit Adam H. Mukhtar ou Adam Iyat. Et voici le stratagème qu'il utilisait. Le suspect prétendait agir en tant que représentant d'une compagnie sur le point de faire faillite, mais qui possède des liquidités. Il disait être chargé de mettre ces liquidités à l'abri des créanciers et pour ce faire, le suspect proposait au plaignant d'ouvrir un compte bancaire pour y virer cet argent et en contrepartie, le plaignant recevrait un pourcentage. Or, une fois le compte ouvert, le suspect prenait possession de la carte de crédit, la carte de débit, et des informations de ce compte pour y effectuer des transactions frauduleuses. Il ne fournissait aucun argent au plaignant et lorsque l'institution financière constatait la fraude, le compte était gelé et les montants qui ont été transférés dans le compte sont réclamés au plaignant. Il n'est pas impossible que d'autres fraudes du genre soient survenues ailleurs au Québec, peut-être même dans notre MRC. Alors, si vous avez été victime de cet individu, vous pouvez contacter la Sûreté du Québec. Le suspect dans cette affaire, il a été libéré pour comparaître ultérieurement. Récemment avait lieu la remise des prix Denise Lachance-Trudel, qui souligne le bout de chemin parcouru par des gens de la région pour développer leur pouvoir d'agir. Nous vous présentons aujourd'hui un couple de récipiendaires, Valérie Moreau et Élie Chevalier. Bonjour, je suis Mélanie de la Maison de la Famille à Berthierville. Donc, nous, cette année, le prix Denise Lachance-Trudel, on a un couple qui est récipiendaire de la plaque pour leur implication auprès de la Maison de la Famille, mais aussi auprès de leurs enfants. Donc, ils vont se décrire un petit peu tantôt, mais nous, on remercie de votre implication à la Maison de la Famille. Dans le fond, Eddie, l'an dernier, malgré tout ce qui s'est passé avec la COVID et tout ça, s'est impliqué auprès de ses enfants. Congé parental aidant, mais malgré tout, il était là à toutes les rencontres, il s'impliquait à l'organisme par sa présence, mais aussi au niveau du développement de son garçon, son plus vieux, entre autres. Daniel vient aux ateliers de stimulation de la Maison de la Famille. Il y a certains défis et Eddie s'implique activement par rapport à son développement. Valérie aussi. Et en plus, Valérie a relevé un défi cette année, c'est intégré au conseil d'administration de la Maison de la Famille. Un nouveau défi, je l'ai approché et elle a accepté volontairement de s'impliquer au niveau du conseil d'administration. Et tout au long de son début de mandat, Valérie pensait aux besoins des familles du territoire. À part ses propres besoins, elle pensait vraiment au niveau comment la Maison de la Famille pourrait répondre aux familles du territoire et non pas ses propres besoins. Donc, je crois que nous avons une administratrice qui va aller loin au niveau du conseil d'administration et c'est pour ça qu'on leur remet la plaque aujourd'hui sur le développement du pouvoir d'agir à Valérie et à Eddie. Ben, moi, je vais remercier la Maison de la Famille d'être là, dans le fond, pour toutes les familles du territoire, puis d'être là pour les enfants avec les ateliers de stimulation, puis toutes les activités qu'ils offrent, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Puis, c'est ça, ça l'aide quand même mon garçon de venir aux ateliers. On a vu une belle différence. Fait que je voulais m'impliquer plus pour être plus présente avec lui encore. Ben, merci beaucoup, puis on vous aime, puis vous êtes beaux. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. J'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes
de façon. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 octobre, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Brûlé. Il était l'époux de Francine Tucker, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Francis Brûlé, Caroline Brûlé et son conjoint Steve Courchaine, sa petite-fille Jennifer Brûlé et son conjoint William Lavoie-Morel, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Céline Brûlé et son conjoint Guy d'Aragon, André Brûlé et sa conjointe Lynne Majot, Martial Brûlé et sa conjointe Sylvie Moreau, Carmen Brûlé, feu Sylvain Huard, Louise Brûlé et son conjoint Michel Tremblay, Émile Brûlé, Michel Tucker, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville ce samedi, le samedi 14 novembre, dès midi, et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Et M. Brûlé sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD Saint-Eusèbe de Joliette, le 3 novembre, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jean-Paul Sylvestre. Il était l'époux de Danielle Giroux, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Lui a précédé sa fille France Sylvestre. Il laisse dans le deuil son épouse, Danielle Giroux, sa sœur, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère, Céline Sylvestre et son conjoint Paul Laforêt, Alain Sylvestre et sa conjointe Gisèle Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille tient à remercier le personnel du 4e étage pour les bons soins prodigués à M. Sylvestre. La famille accueillera parents et amis ce dimanche, le dimanche 15 novembre, dès 13h, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Et la dépouille de M. Sylvestre sera ensuite mise au columbarium avec sa fille France. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, ce mercredi soir, ciel variable et encore chaud avec 15 degrés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux et le mercure devrait descendre autour de 4 degrés. Jeudi matin, ciel variable et 5 degrés Celsius. Jeudi après-midi, ensoleillé avec passage nuageux et 9 degrés. Jeudi soir, généralement dégagé, mais seulement 3 degrés au-dessus de zéro. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.